BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Quelle perspective pour les marchés alors qu'on est encore en pleine phase de publication des entreprises. Près de 5 entreprises du CAC 40 publient à nouveau cette semaine leurs résultats. Qu'en attendre et quelles pratiques, quels conseils pour vous aider à garnir votre portefeuille boursier. Nos deux experts du face-à-face sont là. Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille pour Mirabeau France. Bonjour Frédéric. Bonjour messieurs. Et Eric Lewin, le rédacteur en chef des publications Agora. Bonjour Eric. Bonjour messieurs. Bienvenue, le CAC 40 en petite baisse donc en ce début de semaine. On est toujours sur les plus hauts de quasiment 10 ans, au-delà des 5500 points. Vous êtes à l'aise dans ces marchés, Frédéric, avant de nous parler dans un instant des entreprises qui vous séduisent. Le niveau de marché global, là, vous convient ? Moyennement. Alors c'est vrai qu'on a eu une saison des résultats qui était plutôt satisfaisante. J'ai noté quelques chiffres puisqu'on a fait trois quarts des publications. Donc on a des chiffres qui sont globalement intéressants aux États-Unis. On l'a vu, 77% des entreprises ont une croissance, un résultat de DPS qui est largement au-dessus des attentes, Le chiffre d'affaires également est largement au-dessus des attentes. En Europe, on a à peu près des chiffres peut-être légèrement inférieurs en termes de consensus battu sur les entreprises Europe. Mais sauf que les attentes étaient bien plus ambitieuses en Europe. Exactement. Donc on a effectivement des résultats qui justifient quelque part une partie de la hausse. Mais je l'avais signalé la semaine dernière, on attendait les résultats du secteur bancaire. Vous en avez parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'on s'attendait quand même à des résultats quelconques dans le secteur, notamment impactés par les activités de marché. On l'a vu, que ça soit aux États-Unis, en Europe, on a des contractions de l'ordre de 20 à 25% sur ces activités-là. Et sans le moteur des banques, qui est quand même un poids non négligeable des indices, on voit que les indices européens sont en train de bloquer. Il nous fallait des bonnes nouvelles sur ce secteur pour justifier quelque part l'ascension sur des niveaux de 5600, 5700 points. On le voit, on a un secteur bancaire qui est pesant. Alors on verra avec Crédit Agricole, Natixis cette semaine, mais on le voit quand même, il y a une problématique bancaire qui peut peser quand même sur l'évolution de l'indice dans les prochaines semaines, sachant qu'on a globalement tout dans les cours, puisque les publications ont été faites aux trois quarts. Les indicateurs macroéconomiques sont globalement satisfaisants. On l'a vu en termes d'ISM, de PMI, on est sur des niveaux relativement hauts, des fois depuis 10 ans. Donc on se dit peut-être qu'on est fragile aujourd'hui à la moindre nouvelle qui viendrait notamment de la Corée ou de l'Italie ou d'Espagne. Parce que les marchés sont relativement chers, en tout cas c'est votre sentiment, et qu'il manque une bouffée d'oxygène qui nous viendrait des banques, sauf que depuis le début de l'année, c'est Thibaut François qui nous disait ça tout à l'heure. Depuis le début de l'année, le CAC 40 a pris 14%, alors que le titre Société Générale a perdu 6%. Donc ça montre bien qu'on peut progresser sans les banques, contrairement d'ailleurs à il y a quelques années. Tout à fait, mais on est quand même sur bon nombre de secteurs, notamment le secteur du luxe, sur des plus hauts historiques, sur des multiples de valorisation qui commencent à être tendus. Sur le S&P, on se paye 19 fois les bénéfices. Sur le CAC 40, on est sur la moyenne historique également. Donc ça va être compliqué quand même, sans avoir un autre catalyseur pour monter un peu plus haut. Les marchés ne pourront pas monter sans les secteurs en retard, ou on pourra au contraire continuer de compter sur ces secteurs qui sont déjà à leur plus haut historique, d'après vous Eric? Écoutez, d'abord sur le marché, moi mon sentiment, c'est vrai que les publications sont plutôt bonnes, voire très bonnes. On devrait avoir sur l'ensemble de l'année 11% de hausse des bénéfices du CAC 40 et 10% simplement aux États-Unis. Maintenant c'est vrai, pour compléter ce que vient de dire Frédéric, on a le sentiment quand même qu'à moins que les publications soient exceptionnelles, les titres ont du mal à monter en bourse. On a eu deux très très bonnes publications il y a pas longtemps, ST Microelectronics et Kering qui ont fortement progressé. Maintenant, quand les publications sont bonnes, comme la semaine dernière avec L'Oréal, qui a publié une croissance organique de 5,4% qui était nettement supérieure aux attentes, avec un effet volume très dynamique sur l'Asie, que s'est-il passé sur L'Oréal? Le titre est resté complètement stagnant vendredi. Alors pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on commence à être assez cher. C'est vrai que le PER moyen du marché, on est autour de 16-17 à Paris. Maintenant, sur certaines valeurs, je crois que L'Oréal, ça se paye 28 fois les bénéfices. Franchement, il faut avoir du courage pour acheter sur ces niveaux. Alors, c'est vrai qu'il y a certains secteurs qui n'ont pas participé à la hausse. Moi, mon sentiment, par exemple, sur une valeur comme la Société Générale, qui perd 6% depuis le début de l'année, c'est vrai qu'on commence à rentrer dans des niveaux qui commencent à être attractifs. C'est vrai qu'on a vu que le résultat du troisième trimestre a été un peu décevant à cause notamment de provisions pour litige, mais quand on regarde les ratios, rendement de 5% sur la Société Générale, PER de 9, on ne peut pas dire que l'action soit fortement valorisée. Ok, et pourtant elle perd 4% aujourd'hui. Pourtant elle perd 4%, comme Publicis qui perd 15% depuis le début de l'année, parce
parce que plus personne veut du secteur, et à un moment on va se rendre compte qu'il y a certaines valeurs qui sont intéressantes. Moi je raisonne pas au tenté, c'est vrai qu'aujourd'hui on a le sentiment qu'il faut jeter la Société Générale, qu'il faut jeter les Publicis. Moi j'ai le sentiment qu'il faudrait peut-être revenir sur ces dossiers, des dossiers qui ont déçu en 2017 pourraient être les grands vainqueurs de 2018. J'en citerai une autre, c'est peut-être Carrefour. On va attendre le plan d'Alexandre Bompard. Alors c'est vrai que tout le monde l'attend, mais c'est vrai quand même que l'action perd plus de 20% depuis le début de l'année. C'est vrai que on est sur des ratios de 13. C'est vrai qu'il y a une grande concurrence dans le monde de la distribution, mais revoir Carrefour sur des niveaux de 20 € ne serait absolument pas une hérésie. On est sur des ratios assez faibles, et si on croit en Bompard, il y a peut-être un petit ticket à jouer là-dessus. Non, ce que je veux dire par là, c'est vrai qu'on a du mal à trouver... Je vais pas parler des small pour une fois, mais sur le CAC 40, on a du mal à trouver des valeurs super attractives. C'est vrai qu'il y a beaucoup de valeurs à leur prix, hein. Un dossier comme Schneider, par exemple, la semaine dernière, qui augmente aussi bien son objectif de chiffre d'affaires que de rentabilité. Finalement, Schneider ne fait strictement rien. C'est vrai qu'on peut gratter encore 3-4% sur ce genre de dossier. Moi, je crois vraiment qu'il faut aller sur des valeurs un petit peu décotées, des valeurs un petit peu en retard. Maintenant, c'est vrai, je rejoins Frédéric. Moi, j'ai le sentiment, je suis moins négatif que lui, que sur le CAC 40, on peut avoir une petite période de respiration qui peut nous faire perdre 3, 4, 5%. Et je pense qu'on pourrait aller voir peut-être en fin d'année des niveaux de 5650, 5700 points. De toute façon, on n'en est pas tellement loin. On est sur des niveaux de 5005, donc c'est pas non plus, je me mouille pas non plus de façon extraordinaire, mais j'ai pas envie de vous dire 6005 pour faire de l'info et pour que tout le monde pour que tout le monde s'acharne sur les forums. Moi j'ai le sentiment qu'on est arrivé un petit peu au bout de l'histoire avant une petite consolidation quand même sur le CAC 40. Ah, ça fait 6 mois qu'on dit qu'on est au bout de l'histoire. Non, sur des plus hauts de 10 ans là. Non, à 5100, j'étais même venu chez vous, je vous disais qu'on irait voir 5005, 5006. Là, j'ai un peu le sentiment qu'on peut se poser, et ce qui ferait du bien quand même aux mais pour repartir de l'avant, vous nous dites si on perd 5%, les gens vont se réacheter et on va remonter beaucoup plus haut qu'aujourd'hui. C'est ça le problème, c'est que tout le monde voit le marché continuer de progresser. C'est pas ça, c'est les indicateurs sont plutôt bons, les résultats sont bons, on a toujours des taux d'intérêt très bas, le FMI ne cesse de réviser à la hausse les prévisions de croissance mondiale. Alors c'est sûr qu'il y a deux soucis d'inquiétude, après j'en aurais fini. Il y a peut-être sur la Chine avec les créances irrécouvrables. On en parle depuis longtemps, et là quand même, alors là, vous n'allez pas bougonner. Sur le pétrole, je trouve quand même qu'on est au niveau de $62, on doit être un plus haut de 3 ans. Il y a quand même certains indicateurs qui font dire qu'il pourrait y avoir quelque chose sur le pétrole, aussi bien du côté de l'Iran et de l'Arabie Saoudite, sur lesquels je vais pas revenir, mais vous avez vu que la semaine dernière, il y a eu les forages aux États-Unis, les puits en activité qui ont baissé à peu près de 20 à 25, je crois qu'on est passé de 740 à 717, 718. Il y a des indicateurs qui font dire que peut-être, sur le pétrole, ça pourrait être le détonateur dont on aurait besoin pour cette consolidation. C'est-à-dire que pour l'instant, $60 on s'en fout un peu. Bon. Je suis persuadé que si on va à $70, il y aura quand même peut-être des inquiétudes supplémentaires. Attention, et c'est vrai qu'on voit le pétrole continuer de progresser malgré la purge dans les milieux dirigeants en Arabie Saoudite. On aurait pu penser que ça aurait un impact à la baisse sur les cours du pétrole. C'est pas du tout le cas. Nouveau plus haut, vous le disiez, de plus de 2 ans à $62 pour le Brent en ce moment. Comment vous l'appréciez d'ailleurs cette hausse des matières premières en ce moment, Frédéric? Bon signe que la demande mondiale, l'économie mondiale va bien, ou signe de tension excessive? Non, puisque on le voit quand même depuis quelques temps, les matières premières sont décorrélées, notamment de l'activité en Chine, tout simplement parce qu'on a une économie qui est de plus en plus une économie de services. Donc il n'y a plus cette corrélation entre est-ce que oui ou non on a des indicateurs positifs ou pas venant d'Asie. Sur le pétrole, on est vraiment sur des considérations qui sont plus des considérations géopolitiques. À $60, on a un prix d'équilibre. Alors pas d'équilibre budgétaire, puisque bon nombre de pays aujourd'hui producteurs de pétrole ont des déficits structurels qui sont relativement importants, de l'ordre de 10-15%, voire au-delà, comme des pays de Nigeria par exemple, l'Algérie, où c'est des déficits qui sont relativement importants. Et c'est pour ça que le prince héritier d'Arabie Saoudite, dans sa grande purge et sa grande réforme qu'il souhaite mettre en place, souhaite permettre à l'économie saoudienne de moins dépendre du seul pétrole, diversifier l'économie saoudienne, parce qu'en effet, elle en est beaucoup trop dépendante. À l'instar de Dubaï, par exemple, c'est les Émirats qui ont fait cette restructuration finalement de leur activité pour être moins dépendants des matières premières. Donc c'est vrai qu'on a un pétrole qui remonte. Je dirais que c'est plus aujourd'hui à 5-10 $, d'une valorisation qui est une valorisation de risque, on va dire. Mais le prix d'équilibre, on est à mon avis pas très loin du prix d'équilibre. Bon, est-ce que ces valeurs liées aux matières premières, parce qu'on est vraiment là pour apporter des conseils pratiques à nos auditeurs, téléspectateurs, les aider à passer à l'acte. Est-ce que ces valeurs matières premières sont encore suffisamment en retard pour qu'on dise à nos auditeurs, téléspectateurs, oui, là, allez-y, parce qu'on est très loin des plus hauts, on est sur quelque chose d'attractif en termes de valorisation et de perspective? Si on veut jouer le cycle, le cuivre, par exemple, est une matière qui est très dépendante des cycles, en théorie, des cycles économiques. Mais on l'a vu, là, pour le coup, on a une reprise qui est quand même significative. On a une croissance mondiale de l'ordre de 3,1, 3,2, donc qui justifierait d'avoir des matières premières
sur des niveaux relativement élevés. Mais voilà, je le rappelle, on a aujourd'hui des économies qui sont plus sensibles honnêtement à l'activité non manufacturière que l'activité manufacturière qui dépend justement des matières premières. Alors c'est vrai, peut-être un peu moins vrai par exemple sur le lithium. On avait regardé chez Mirabeau l'activité lithium, les ETF liés au lithium. Lithium, c'est pour les véhicules électriques par exemple. Voilà, et se pose la question de savoir est-ce que oui ou non il n'y a pas des matières qui viendraient en remplacement de ce lithium. Et à l'avenir, on pourrait même avoir des tensions politiques dues à cette demande de matières premières, parce qu'on a vu effectivement la progression du lithium relativement importante. Oui, il y a un immense désert absolument sublime en Bolivie. On est au cœur des Andes, en Amérique latine. Sublime désert, plein de lithium, qui est menacé justement par l'appétit, tout simplement industriel lié au développement des véhicules électriques. C'est non polluant, mais ça pollue quand même, parce que ça abîme des paysages entiers, tout ça, puisque c'est du forage, c'est du minage.